Et la parole est à Léonie Guerlet. On va faire vite. C'est bon? Merci. Bonjour, merci beaucoup. Merci Michel pour l'invitation. Je suis très, très fière, très honorée d'être là pour les 25 ans de l'association et à la table de ces chères dames. Alors, voilà, on m'a demandé de vous parler de l'état civil, le droit d'avoir des droits. Alors, j'aime beaucoup utiliser l'image de l'état civil, et en particulier de l'enregistrement à la naissance. Si on imagine un arbre, c'est l'arbre des droits de l'homme. L'état civil, c'est les racines. En fait, c'est la base de tout. Être déclaré à la naissance, c'est le plus élémentaire, c'est le plus fondamental de tous les droits de l'homme. Il donne une existence juridique à un enfant, il permet de garantir la protection des droits civils, des droits politiques, économiques, sociaux, culturels. La Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que tous les enfants ont le droit à l'enregistrement de leur naissance sans discrimination. Or, aujourd'hui, un quart des enfants dans le monde de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés. Le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans le plus bas dans le monde est en Afrique subsaharienne, où 43% des enfants de moins de 5 ans seulement sont enregistrés. Dans les statistiques sur le nombre d'enfants sans identité juridique, il n'y a pas vraiment de distinction entre les filles et entre les garçons. Néanmoins, la situation des filles et des femmes reste difficile dans de nombreux pays de l'espace francophone et l'inégalité des sexes impacte directement cette question de l'état civil et de l'enregistrement des naissances en particulier. Alors comment se manifeste cette discrimination à l'égard des filles et des femmes dans l'enregistrement des naissances ? Il y a d'abord les obstacles législatifs. Dans beaucoup de nos pays, le corpus juridique contient encore, en dépit de l'adhésion aux textes internationaux consacrant l'égalité entre les femmes et les hommes, des lois discriminatoires. Les lois peuvent parfois interdire aux femmes de déclarer leur enfant, ou encore de transmettre leur nationalité, ou encore des lois qui interdisent la déclaration des enfants nés hors mariage. Il y a ensuite, après les obstacles législatifs, les obstacles sociologiques, les coutumes, des pratiques traditionnelles qui peuvent décourager le processus d'enregistrement des filles, parfois donnant la primeur à leurs frères, ou encore l'absence de déclaration d'une petite fille qui permettra par exemple de dissimuler l'infanticide ou le mariage précoce, le mariage forcé. Au Niger, où nous travaillons avec Michel depuis maintenant plus de 3 ans, dans les zones notamment rurales, où la fréquentation de l'école est aussi un mécanisme de régularisation pour l'enregistrement des enfants, la non-participation des filles au système éducatif prive celle-ci d'une possibilité d'aller s'enregistrer. Lorsque ces jeunes filles non scolarisées deviennent à leur tour mères, elles ne peuvent, faute d'identité, enregistrer leurs enfants. Dans ce même projet au Niger, nous enregistrons de nombreuses mamans qui viennent initialement accompagnées pour enregistrer leurs enfants, mais qui du coup en profitent pour être enregistrées. Et puis après les obstacles législatifs, les obstacles sociologiques, il y a les freins économiques. Par exemple, et notamment pour les femmes accouchant en zone rurale, les coûts des transports jusqu'à l'organisme de l'État pour s'enregistrer, pour enregistrer leurs enfants, peuvent être trop élevés. Et puis c'est du temps où du coup elles ne travaillent pas, donc elles ne sont pas rémunérées. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les conséquences du non-enregistrement sur le droit des filles et des femmes? Alors la liste est très longue, mais donc je parlais tout à l'heure des mariages forcés. Oui, elles sont en proie au mariage forcé et précoce, au trafic, à l'exploitation. Elles ne sont pas scolarisées ou déscolarisées au moment de se présenter aux examens. Elles ont un difficile accès aux services sociaux de base et notamment aux soins de santé. Elles ne sont pas libres de circuler, elles ne peuvent pas exercer leurs droits civiques, et on en parlera juste après. Elles ne peuvent travailler dans le secteur formel et donc sont freinées pour devenir autonomes, notamment financièrement. Voilà, et la liste est très longue. Alors comment agir ? Donc à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale de la francophonie a été interpellée par nos États et gouvernements en fin 2018 et elle a fait de ce sujet, l'état civil, en particulier l'enregistrement des naissances, une priorité depuis son premier mandat. Et elle porte elle-même ce plaidoyer déjà, et c'est la première action, le plaidoyer politique auprès de nos États et gouvernements. Il faut que ce sujet, l'état civil, soit une priorité de politique nationale.
Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, et où là on mène aussi nos actions, c'est d'accompagner ces États pour moderniser. Je vous parlais tout à l'heure des freins dans les lois. Il s'agit d'aller moderniser les lois à l'état civil, adapter les cadres juridiques. Et pour donner un exemple très concret, l'OIF a rejoint, donc depuis maintenant 2020, on participe à un programme continental, surtout l'Afrique, où on va justement encourager les États à évaluer leur système juridique sur les questions de l'état civil et les accompagner à moderniser tous ces textes. J'avais un exemple, je trouvais très, très parlant, par exemple la loi de 2019 en Guinée, qui a ouvert la déclaration de la naissance à la mère. Jusqu'alors, seul le père disposait de ce droit. Et enfin, il y a tout le travail vaste, mais non essentiel, mais non moins essentiel, pour informer, pour rassurer, pour sensibiliser, pour accompagner les populations et les acteurs locaux en charge de l'état civil. Je finirai avec un mot. L'état civil reste avant tout une responsabilité de l'État. C'est une mission régalienne. Et donc, dans nos actions, on ne peut pas, on ne doit pas remplacer le rôle des autorités nationales. En revanche, ce fléau des enfants fantômes, comme on parle souvent, ou des enfants invisibles, de surcroît, sur un continent dont plus de la moitié de la population aura moins de 25 ans en 2050, reste trop méconnu. Et donc voilà, ce que je voulais dire en mot de conclusion, c'est de continuer à en parler, à sensibiliser pour qu'enregistrer son enfant à la naissance soit automatique où qu'il naisse dans le monde. Je vous remercie.